Et cette question, je vous le disais, comment protéger nos enfants après une énième affaire sordide rendue publique hier à Lille? Un enfant de 5 ans, drogué, violé, donné à violer par son propre père. 10 hommes de 29 à 50 ans ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle sous soumission chimique. Florent Boutet. Des faits d'une monstruosité absolue. C'est derrière la façade d'un immeuble de cette rue paisible qu'il se serait déroulé il y a quasiment un an, le 14 février 2025. Nous sommes dans le Vieux-Lille. Plusieurs hommes se retrouvent dans un appartement pour une soirée chemsex. L'un d'entre eux se présente avec son fils. C'est là que tout bascule dans l'horreur, puisque l'enfant aurait subi une soumission chimique avant d'être violé. Des faits de violence sexuelle aggravés par l'utilisation de substances chimiques auraient été commis au préjudice d'un enfant de 5 ans et demi mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son père. L'appartement aurait été réservé sur une plateforme de location en ligne par un couple de trentenaires mariés habitués des soirées sexuelles sous l'effet de la drogue. Des hommes insérés socialement au casier judiciaire vierge, selon les sources de France Télévisions. Au lendemain de la soirée, un signalement est effectué. Le garçon est hospitalisé et une enquête est immédiatement ouverte. 10 chefs d'accusation sont retenus, parmi lesquels viol et agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement, viol et agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie. Cette dernière qualification pour en faire encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Des vidéos des viols ont été tournées puis partagées via les réseaux. Au total, 10 hommes de 29 à 50 ans sont mis en examen. Certains pour avoir participé, d'autres pour ne pas avoir dénoncé les faits. 8 sont aujourd'hui incarcérés, un 9e s'est donné la mort en détention en juin dernier. Quant au petit garçon, il bénéficie d'une prise en charge spécifique selon le parquet. Il est aujourd'hui confié à sa mère, dont le père était séparé avant les faits. Et direction Lille, justement, rejoindre Gilles Papin, envoyé spécial pour France Info. Bonjour à vous, Gilles. Que sait-on, justement, du père? Bonjour. Où en est-il? Alors, selon les informations du parquet, il est pour l'heure le seul des 10 suspects à avoir été placé sous contrôle judiciaire. Il n'est donc pas en prison comme les autres protagonistes qui ont été incarcérés provisoirement. Le parquet, par contre, ne communique pas sur le profil du père. On ne connaît pas son âge, son origine sociale ou encore son lieu d'habitation. Mais toujours, selon le parquet, durant cette soirée, le père de l'enfant aurait lui aussi été victime de viol et d'agression sexuelle commis avec une substance chimique. Mais selon une source citée par nos confrères du Figaro, le père conteste avoir volontairement livré son fils aux hommes présents à cette soirée. Cette même source anonyme déclare « Son fils et lui ont été victimes au même moment, au même endroit ». Alors l'enquête devra faire la lumière sur les intentions réelles du mis en cause. La victime de 5 ans, elle, a été confiée à sa mère dont le père était séparé avant les faits. Et puis l'autorité parentale du père et ses droits de visite et d'hébergement sur son fils ont été suspendus, précise le parquet de Lille. Merci beaucoup, Gilles Papin, pour ces dernières précisions. On en parle avec nos invités de comment protéger nos enfants face effectivement à ce genre de déviance sexuelle. Merci à vous d'être avec nous sur France Info pour en parler. Leïla Chawachi, vous êtes pharmacienne, vous êtes la fondatrice du Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Et d'ailleurs, vous sortez ce livre aujourd'hui sur la soumission chimique pour en finir avec les idées reçues aux éditions Lattès. Merci d'être avec nous. Avec nous également Anne Sénéquier. Bonjour à vous. Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, autrice de L'anxiété de mon enfant aux éditions Mango. Et puis Arnaud Gallet nous a rejoint également. Bonjour Arnaud. Bonjour. Président de l'association Move Enfant. Vous êtes aussi le porte-parole de l'association M'endors pas, justement, Stop à la soumission chimique. Les mots manquent vraiment pour qualifier l'innommable avec ce nouveau drame, cette affaire de nouveau sordide, la soumission chimique pour abuser des enfants. Comment on en est arrivé là par son propre père? Comment on en est arrivé là? Enfin, vous savez, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On dit que chaque année, vous avez 160 000 enfants en France qui sont victimes de violences sexuelles. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là? On parle de 11% de la population française victime d'inceste. Malheureusement, c'est partout. Et c'est vrai que la soumission chimique, par contre, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Ouais. On a l'impression de découvrir. On me rappelle quand même qu'il y a eu l'affaire Joël Le Squarnec avec plus de 300 victimes. Alors on dira, oui, il était chirurgien à l'hôpital. Oui, mais c'est la question, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est le père de famille, c'est le chirurgien, c'est le prêtre, c'est machin. Enfin, toujours des personnes à qui on donne le bon Dieu sans confession. Et toujours, on se rend compte que là où il y a des enfants, éventuellement, il y a des prédateurs. Et ça signifie que, malheureusement, comme on en est arrivé là,
C'est parce qu'on oublie de se dire que, vous voyez, vous parlez, vous, de déviance sexuelle. Moi, je reviens là-dessus. Pour moi, c'est pas de la déviance sexuelle. Ce sont des violences sexuelles, c'est la question de la violence, et c'est la stratégie de l'agresseur qui vise à chosifier, en fait, systématiquement sa victime. Et là, la soumission chimique, je pense que c'est vraiment ce qui permet de chosifier au maximum. Il y a peu de temps aussi, je me permets de faire le lien avec l'actualité, l'affaire avec, vous savez, Pierre-Alain Coutinho. Pareil, on ne l'a pas dit, on n'a pas nommé les choses, c'était de la soumission chimique. Oui, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Il administrait du Xanax à des enfants, voilà, il administrait du Xanax pour les endormir et donc pour les violer. Et après, avec des vidéos qui étaient partagées, là aussi, ça fait partie quand même du sujet. Anne Sénéquier. Des violences sexuelles, je pense qu'elle est surtout sur la pédocriminalité. Et le fait d'avoir un désir sexuel envers un mineur, ça veut dire qu'on est en position de domination et qu'il y a absence de consentement, notamment chez un enfant de 5 ans. Donc effectivement, c'est un facteur aggravant parce qu'on enlève la possibilité, la toute petite possibilité que l'enfant pouvait avoir de comprendre ce qui se passe, de dire non et de chercher de l'aide. Parce que souvent, on n'a même plus le contrôle de son corps sous ces substances. Donc, Justement, cette substance, en l'occurrence, c'est la 3-MMC, Leïla Chaouchi. C'est ce qu'ils ont consommé lors de cette soirée. C'est une drogue de synthèse utilisée comme stimulant sexuel. Ce sont des drogues extrêmement, évidemment, dangereuses dans tous les organismes. Alors, qui restent longtemps. La 3-MMC, effectivement, donc, c'est un stimulant, c'est largement retrouvé dans la pratique du chemsex, mais au-delà de la pratique du chemsex, donc c'est utilisé comme stimulant dans des situations également tout simplement festives, de rave party ou de festivals en tout genre. C'est utilisé pour exalter l'essence à la base, donc en termes pharmacologiques, je veux dire, évidemment qu'il peut y avoir une dangerosité, et a fortiori quand il s'agit d'un enfant de 5 ans. Et ça reste effectivement dans l'organisme pendant plusieurs heures. La personne à qui on a administré cette substance, elle est dans quel type d'état ? Alors, c'est compliqué là, de le décrire correctement sur ce cas spécifique, puisque je n'ai pas accès au dossier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une substance qui va altérer le comportement, altérer les perceptions, justement, et empêcher effectivement la personne de se défendre. J'ai presque pas envie de parler de se défendre, puisqu'on parle d'un enfant, et qu'on lui doit protection, on lui demande pas de se défendre. Il faut vraiment, et j'insiste sur ce qu'a dit Arnaud, c'est une affaire de pédocriminalité. Il ne faut surtout pas que le sujet du chemsex, il s'agit d'une pratique sexuelle, viennent s'entrechoquer avec une affaire pédocriminelle. Là, on parle de pédocriminalité, on ne parle pas de sexualité, c'est très clair, on parle de violence sexuelle qui s'exerce sur des enfants. Et je veux simplement préciser ce que vous disiez tout à l'heure, comment on en est arrivé là. Vous savez que le premier signal de santé publique en France concerne l'enfance maltraitée dans notre enquête nationale. C'était en 82, c'est la professeure Jacqueline Jouglar qui trouvait déjà des situations de léthargie chez des enfants battus chimiquement. Il n'y a pas que le viol, il y a évidemment le viol, les actes pédocriminels et tout le reste que subissent les enfants. Je vous posais cette question parce qu'on se demande dans quelle mesure on se souvient de ce qui s'est passé quand on est dans cet état de soumission chimique. Évidemment, ce sont des enfants qui seront marqués à vie, qui seront traumatisés, mais dans quelle mesure ils ont conscience de ce qui se passait ? Alors, les victimes de soumission chimique, de façon générale, elles n'ont pas toutes un blackout et encore moins un blackout total. Donc, évidemment qu'on peut avoir le souvenir de ce qui s'est passé et quand bien même on n'aurait pas le souvenir que le corps enregistre les violences qu'il a subies. L'état de stress était réel. Parce que l'enfant a été hospitalisé le lendemain, en l'occurrence, dans cette affaire. Bien sûr. Et puis l'amnésie peut aussi venir de l'amnésie traumatique. On est en train de parler d'actes de pédocriminalité d'une extrême gravité. Et donc, c'est évidemment aussi une amnésie qui peut être induite par le traumatisme lui-même. Mais j'entends beaucoup trop que lorsqu'on est sous substance ou quand on a une amnésie, finalement, on n'a pas de complications. Attention, les complications sont majeures. Le traumatisme est réel, les ruminations anxieuses sont présentes et les intrusions, les reviviscences et le choc est terrible. On a vu de toute manière depuis l'affaire Pellico dans quelle mesure les conséquences sur la santé physique, elle avait de multiples rendez-vous et neurologiques étaient largement présentes. Arnaud Gallet. Sur cette question, évidemment, du traumatisme. Sur la question du traumatisme, moi, j'ai envie surtout de mettre en avant qu'il faut absolument qu'il y ait une campagne nationale qui soit faite, c'est-à-dire qu'on mesure l'enjeu, l'ampleur du phénomène, qu'on soit en capacité de sensibiliser. Là, il y a une expérimentation, on peut quand même la saluer, qui va se mettre en place aujourd'hui sur trois territoires, je vais y arriver, pardon. Pays de la Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, et c'est vraiment une bonne chose, avec une coordination, et on prend la dimension du soin en priorité, en se disant qu'au bout d'un moment, on ne va pas reprocher aux victimes de ne pas les déposer maintenant. On se dit, il faut les soigner dans un premier temps, les accompagner, et c'est aux professionnels de santé d'être formés, et donc de se dire que ça va servir au bout d'un moment à l'enquête judiciaire, et ça c'est important, parce que sinon ça peut être très compliqué. On rappelle, et je le dis ici devant Leïla, qu'il y a aussi des professionnels qui sont là pour ça, des laboratoires qui sont spécialisés, c'est essentiel vraiment d'aller là-dessus. C'est ce que vous avez il y a fait, le CRAFS, il y a un numéro de téléphone qui est important effectivement à savoir.
Et puis, il y a un tas de choses. Et puis, ce qui est intéressant quand même avec la soumission chimique, et c'est important, et c'est là que ça revient quand même sur toute la stratégie quand même des agresseurs, c'est que c'est une substance, mais c'est un outil en fait qui est utilisé, qui fait partie en fait de la manière pour soumettre et puis pour parvenir à un crime parfait. Donc c'est bien effectivement une manière de qu'utilise un agresseur pour parvenir en fait à ses fins. Et ça c'est essentiel de le rappeler. Donc ça peut servir aujourd'hui que d'avancer en fait sur la soumission chimique. Ça sert toute la cause de la lutte contre les violences et c'est important de le rappeler. Je pense que c'est une bonne chose comme de le voir comme ça. Et donc il faut absolument qu'il y ait au moins cette campagne nationale, des moyens bien entendu supplémentaires qui sont demandés pour former les professionnels sur le terrain. Ça c'est essentiel parce que bien entendu malheureusement derrière il y a aussi des moyens financiers. Pour le CRAFS notamment, d'ailleurs, c'est important de le rappeler, qui a besoin quand même de moyens financiers pour fonctionner, et l'ensemble des professionnels de santé sur le territoire national et les forces de l'ordre. Avec la spécificité, la difficulté aussi dans ces affaires, vous le rappeliez tout à l'heure, de pédocriminalité, que souvent ces affaires, Anne Sénéqui, elles ont lieu dans le cocon, ce qui est censé être le cocon familial, dans le lieu interfamilial, intrafamilial, pardon. Effectivement, on a toujours cette image, le cliché du prédateur isolé dans le parc ou quoi que ce soit. Alors ça arrive, c'est vrai, mais très majoritairement, c'est l'entourage proche de l'enfant, si ce n'est pas un des parents. Alors, et quand vous parliez tout à l'heure du profil, on n'en a pas le profil du père, mais j'ai envie de dire, c'est presque une bonne chose, parce que en fait, ça maintient un petit peu à distance le fait de ne pas pouvoir se reconnaître dans ce profil, parce que bon, pour l'instant on ne le sait pas, mais il va arriver, et finalement le fait d'expliquer, de psychiatriser permet de maintenir à distance. Et la problématique, c'est qu'en fait ces profils-là d'inceste, ces histoires, ces traumatismes chez ces enfants, en fait aucun profil familial, aucune classe socio-professionnelle, aucune région aujourd'hui en France et dans le monde en général n'est épargnée. Donc c'est pas un profil, une explication simple qui va amener là-dessus. Ce que l'on voit souvent, les recherches montrent une emprise, le pouvoir et la transgression absolue qui, c'est un petit peu comme une accumulation de cadres de contraintes qui, à un moment donné, effectivement, va arriver à cela. Et qu'est-ce qui permet d'accompagner cela ? Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le tabou. Donc c'est le tabou que l'on va mettre, le secret que l'on va poser à l'enfant. Surtout, tu n'en parles pas d'une manière ou d'une autre. Et du coup, donc ça met en place le tabou chez la victime lui-même. Et puis dans la société, et cette campagne de prévention, elle est très importante parce que oui, il faut former effectivement les professionnels, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé, mais il faut former aussi les familles. Et ça, je pense que c'est important. Et pour ça, pour avoir cette campagne les changements de comportement de son enfant. Il faut que ça sorte du tabou parce qu'en fait, moi, je reçois beaucoup de familles à qui je demande est-ce que vous en avez parlé à vos enfants ? Ils me disent non, il est trop jeune, il est trop petit. Je dis non, en fait, il y a pas trop jeune, il est trop petit. Même en petite section, enfin, c'est tout simple de dire ce qu'il y a sous le slip, sous la culotte, c'est que pour toi. Que pour toi. Tu ne laisses personne n'y aller et toi-même, tu ne vas pas aller voir ce qui se passe sous la culotte de l'autre. Et au fur et à mesure de l'évolution affective et cognitive de l'enfant, en fait, il y a des étapes. On n'a besoin de rien inventer. Tout est su, tout est reconnu. Et donc, il faut aller au-delà de ce tabou, au-delà de la peur de l'éducation à la sexualité qui parfois fait monter des frondes d'opposition par les familles. Mais en fait, le plan, c'est de protéger ces enfants. Et c'est entre 70 et 160 000 enfants très sous-estimés, très probablement, qui sont agressés sexuellement par an. C'est inacceptable parce que ça soit sous soumission chimique ou pas, qu'il y ait un blackout ou pas, je peux vous dire que les conséquences, c'est pas un crime parfait. Les conséquences seront là toute la vie et on a des patients qui mettent plusieurs décennies à pouvoir, s'en souvenir et qui prennent encore plusieurs années pour pouvoir en parler. Et on voit à quel point c'est difficile d'en parler dans l'espace public, même pour nous, on a du mal à trouver les mots aussi pour accompagner, mais c'est pourquoi c'est nécessaire aussi que vous soyez venu sur ce plateau pour nous expliquer tout ça. La soumission chimique, c'est vrai pour le coup, elle est détectable maintenant, grâce à ce que vous avez fait notamment. Leïla Chaouchi, quels conseils vous donneriez aux parents qui se posent des questions sur si leurs enfants auraient pu être drogués ? Comment ils peuvent essayer de déceler si leur enfant a été soumis chimiquement ? Alors, la première chose à bien comprendre, c'est qu'il faut toujours repositionner l'agression au centre. Je n'ai pas besoin de savoir que mon enfant a été drogué à son insu pour agir s'il est victime d'inceste. Bien sûr. Ça, c'est le premier point important. J'agis,
je signale, je fais les démarches, je protège l'enfant, j'ai un devoir de protection de l'enfant. Mais là, l'aspect concret peut peut-être aider, même judiciairement d'ailleurs derrière. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter justement à faire la démarche en justice, puisqu'actuellement, ce qui est organisé sur le territoire national, c'est le dépôt de plainte pour que des prélèvements soient réalisés le plus rapidement possible, de sang et d'urine quand c'est nécessaire, sinon le cheveu, qui est une alternative quand le sang et l'urine est dépassé. En dehors de ça, Arnaud le rappelait tout à l'heure, il y a 3 régions, bientôt 4 avec la Guadeloupe, qui permettent justement à toute personne qui suspecte une soumission chimique de pouvoir, sur consultation médicale, évaluer la situation et réaliser des analyses toxicologiques. Ce sont les mêmes experts qui font ces analyses et qui pourront les remettre aux médecins. Et justement, l'avancée majeure, et nous avons veillé à ça vraiment pendant les groupes de travail avec la Direction générale de la santé, à ce que les mineurs ne soient pas exclus de ce dispositif, que les mineurs puissent consulter également, accompagnés d'un adulte de leur choix. Donc, il ne s'agit pas d'être forcément entouré de papa-maman qui potentiellement peuvent être également, eux, les agresseurs. Donc, il y a des portes possibles de le comprendre. On peut, avec un adulte, mais de son choix, en tout cas de confiance pour l'enfant. Vous parlez des cheveux, notamment dans cette affaire, Pierre-Alain Cottineau, du nom de ce militant, donc insoumis, accusé de traite d'êtres humains en bande organisée, de viol avec acte de torture et barbarie sur des enfants de 5 mois à 2 ans et 4 ans également. 4 hommes aussi ont été mis en examen dans ce dossier, parfois sous soumission chimique. Dans les cheveux des enfants, on a retrouvé des traces de cocaïne et de cannabis. C'est assez similaire, effectivement, ces 2 dossiers, celui d'hier à Lille et celui de Pierre-Alain Cottineau, avec à chaque fois des sévices qui sont filmés, qui sont diffusés en ligne après coup. Éventuellement, il y a quand même aussi une responsabilité, encore une fois, de ces plateformes, Telegram, en l'occurrence Grindr, aussi les plateformes de rencontres dans la communauté homosexuelle. Comment c'est possible d'envoyer des vidéos comme ça ? Comment c'est possible ? C'est pareil, il y a un constat qu'on connaît. Aujourd'hui, le constat, on a 700 signalements qui sont faits au niveau de l'office mineur, de Pharos, par jour, de cyberpédocriminalité. La France est le 4e pays au monde hébergeur de contenu cyberpédocriminel, le 2e d'Europe. Donc ça veut dire que finalement, ça aussi, c'est pas nouveau, et donc ça pose des questions sur la manière dont on vient au bout d'un moment agir. Quels sont les moyens qui sont alloués aujourd'hui à la police pour intervenir ? Parce qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents. Moi, je pense notamment à Pharos et l'Office mineur, qui sont quand même des gens exceptionnels, qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui sont frustrés, qui sont par moments en burn-out, justement parce que ils voient en direct. Moi, je l'ai vu directement quand j'étais au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On voyait une cartographie avec les personnes qui téléchargent des contenus cyberpédocriminels. C'est ça la réalité en France. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression à chaque fois de découvrir. C'est sans cesse la même chose, mais pourquoi ? Parce que là où il y a de l'impunité, il y a de la transgression inévitablement. Mais est-ce qu'il y a de l'impunité ou est-ce que ce cadre juridique, il existe, mais il n'est pas mis en place il n'est pas mis en place. On l'a vu, regardez même, vous prenez l'exemple des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, différents exemples, c'est quoi ? C'est tout simplement parce qu'évidemment, il y a des mobilisations citoyennes, il y a des personnes, il y a un lien qui est fait entre la mobilisation citoyenne et Pharos, et c'est important quand même de le rappeler, quand même, parce qu'il y a le travail de la police qui est essentiel, sinon il y a un risque de nullité au niveau de la procédure judiciaire. Donc là aussi, il y a parce qu'on voit des personnes qui essaient de faire justice soi-même, de découvrir des pédocriminels. Il ne faut surtout pas, parce qu'évidemment, du coup, vous entravez finalement le travail des policiers. Par contre, il faut rappeler que tout citoyen, et ça c'est important de le dire ici, vous savez, c'est très simple, vous avez sur Internet, faites Pharos, P-H-A-R-O-S. Et si vous avez un contenu qui vous semble étonnant, et notamment des contenus pédocriminels et autres, il y en a divers, vous allez sur Pharos, et le signalement, il est très simple. Moi, j'en ai fait plusieurs au niveau des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, je peux en témoigner. Et vous avez sans cesse, et vous avez tout le temps d'ailleurs, un accusé-réception. Quand on signale, très souvent, on n'a pas d'accusé-réception. Là, on a l'accusé-réception. Et je peux vous dire que nous, ce qu'on a fait sur les poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, il y a eu notamment des enquêtes qui ont été ouvertes partout. Et ça, on peut quand même le saluer. Alors après, quels sont les moyens qui sont alloués, c'est quand même autre chose. Mais ça veut dire que si on fait notre devoir de citoyen, on a notre rôle à jouer en fait par rapport à ça. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous avez dit à juste titre. Il faut informer la population justement du phénomène. Déjà, c'est aussi un message fort aussi pour les agresseurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on renvoie dans une société aux personnes... C'est attention, on vous surveille. Attention, on vous surveille. On va avoir les bons réflexes et maintenant on va faire attention. Donc ça aussi, c'est quand même favorable. Et très souvent, les gens vous le disent sur le terrain, ils savent pas comment signaler, ils se disent toujours « Ah non, c'est peut-être une assistante sociale ou un médecin, machin. » Non, en fait, tout le monde peut le faire. C'est la loi, en fin de compte. Et malheureusement, aujourd'hui, les personnes sont très souvent démunies. Alors moi, c'est facile, je suis dans le sérail, si j'ose dire, de la protection de l'enfance, donc je sais ce qu'il faut faire, le signalement auprès du procureur de la République, etc. Il y a des numéros à rappeler. Le 119, ça aussi, c'est un numéro important. Alors là aussi, il y a peut-être des manques de moyens. On pourra dire, mais c'est pas grave, ça existe. On l'a fait, on peut le faire. Je l'ai fait moi-même, alors que je pense être quand même plutôt bien loti à ce niveau-là. Je pense qu'il faut vraiment que les personnes se mobilisent. Il faut que ce soit non pas des faits divers, mais qu'on ramène ça en fait à un phénomène de société massif, majeur, et qu'on soit en capacité, toutes et tous, de se mobiliser. En fait, c'est une dimension citoyenne très forte.
C'est vrai que ce tabou permet aussi justement de ne pas en parler, et ce dont on ne parle pas n'existe pas finalement. Et ça permet notamment sur les réseaux sociaux, qui je le rappelle sont véritablement un entre-soi, donc personne ne questionne en face puisqu'il y a les mêmes pratiques. Et du coup, on a cette banalisation, parfois même cette normalisation. Et puis, j'ai fait un signalement, moi, hier soir, le premier, parce que, je cherchais des blagues, je suis tombée sur un site de blagues usuelles et il y avait une section pédophilie. Alors là, c'est pas possible. Incroyable. Enfin, et je trouve ça pas correct, en fait. Il y a énormément d'enfants qui cherchent des blagues carambars, et en l'occurrence, j'en cherche juste une. En tapant blague en général. Oui, vous êtes tombé je suis tombée sur un site internet qui répertorie toutes blagues avec des thématiques, hiver, Noël, blablabla. Et à un moment donné, je suis tombée sur une rubrique pédophilie. Incroyable. Je trouve ça mais complètement dingue. Et c'est choquant parce que ça normalise. Alors, on va vous dire c'est de l'humour noir. Non, ça n'est pas de l'humour noir. À un moment, ça normalise le fait que c'est possible. Et puis, finalement, derrière, comme effectivement le système judiciaire n'a pas les moyens et a un retard de, on va pas dire combien d'années, eh bien, finalement, il y a cette sorte d'impunité qui fait que c'est OK de le faire, puisqu'il ne se passe rien. Donc, Alors, en l'occurrence, c'est vrai que ces hommes, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité, on va le rappeler. Est-ce que les jugements, Arnaud Gallet, que vous avez suivis dans certaines affaires, ils sont à la hauteur, justement, de la gravité des faits ? Alors c'est compliqué de se prononcer là-dessus parce que je pense que là aussi il y a un gros travail à faire au niveau de la justice sur la question de la preuve. On le voit bien, on l'a vu au niveau de la civile. C'est pour ça que moi je suis toujours méfiant parce que sinon après il y a des dérives complotistes qui visaient à se dire oui les juges, etc. Non, il y a quelque chose qui est assez compliqué. On est sur une infraction qui est constituée. On est sur un juge qui a le pouvoir donc de juger et qui pour juger doit avoir certains éléments. Donc il y a sûrement tout un travail qui doit être fait. Là aussi on l'appelle, c'est ce qu'on avait dit au niveau de la civise. On avait parlé quand même d'une impunité en rappelant qu'il y a quand même que 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste, 73% des plaintes qui sont classées sans suite, donc il y a un vrai travail. Pourquoi les plaintes sont classées sans suite ? Ça ne veut pas dire que les personnes sont innocentes. Ça veut dire surtout que pour le magistrat, les éléments ne sont pas suffisamment caractérisés. Donc comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Prendre en compte les conséquences psychotraumatiques, etc. Bref, il y a différentes pistes qui ont été avancées. Il faut agir, et je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Les solutions, on les connaît. Il y a eu un rapport qui a été fait au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 33 000 personnes qui ont témoigné, quand même, ce qui n'est pas rien. Des préconisations, si on connaît les solutions, appliquons-les et puis qu'on arrête un peu à chaque fois d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Et voilà, de s'indigner. Est-ce que vous militez, Leïla Chaouachi, pour que justement la soumission chimique soit prise en compte dans les jugements finaux ? Est-ce que ça peut changer la donne justement ? Est-ce que c'est très concret et du coup ça permet de caractériser les faits ? Alors c'est extrêmement important. Déjà, l'expérimentation dont on parlait, c'est l'objectif, pouvoir réunir également des éléments de preuve. On a justement réfléchi à ce que ce circuit tienne compte de la traçabilité, qu'on ne puisse pas dire ce n'est pas l'urine d'un tel, ce n'est pas les cheveux d'un tel, de faire en sorte que ça soit des données qui sont utilisables aussi d'un point de vue médico-légal, dans la mesure où c'est les techniques qui sont valides sur le plan toxicologique notamment. Et on a fait en sorte surtout que derrière, ça soit des experts qui remettent ces résultats, parce que si ensuite on va faire les investigations, et c'est ce que je souhaite évidemment lorsqu'on détecte ces situations-là, il faut que derrière, il faut avoir un expert toxicologue qui a les reins solides pour faire face à l'avocat de la défense, parce que c'est très compliqué d'interpréter les analyses toxicologiques dans les cheveux, a fortiori des enfants qui ont des cheveux extrêmement poreux et qui peuvent capter également les contaminations environnementales. Je pense que j'insiste énormément là-dessus. On a veillé vraiment très fort et volontairement à ce que les résultats d'analyse toxicologique ne soient pas remis comme ça, n'importe comment, avec un espace personnel où on pourrait se connecter. Il faut une consultation médicale de suivi. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question que... Ça, c'est une preuve. Et puis, au-delà de ça, il faut qu'absolument que le médecin fasse le travail jusqu'au bout. Une fois que j'ai détecté la violence, je signale au procureur. Et donc, évidemment, nous sommes accompagnés par l'Ordre des médecins sur ces questions-là pour poser, justement, quelles sont les démarches à suivre dès qu'on a les résultats d'analyse et avant même les résultats d'analyse quand il s'agit de violence. Parce que il faut bien le comprendre, Arnaud l'a dit tout à l'heure, il faut le repréciser, la soumission chimique, c'est un mode opératoire des violences. On n'est pas là pour condamner le mode opératoire, celui-là, c'est une circonstance aggravante. On est en train de condamner les violences faites aux enfants. Je finirai juste là-dessus, on parle des violences sexuelles. Les violences qui concernent les enfants sur la soumission chimique sont innombrables. On parle d'enfants chimiquement battus, on parle d'enfants qui subissent justement des violences sexuelles et de l'inceste et des viols incestueux. On parle également d'enfants qui sont exploités sexuellement dans la prostitution, on ne le dit plus évidemment des mineurs puisqu'il n'est pas question de prostitution mais d'exploitation sexuelle. Donc l'enjeu est majeur pour la soumission chimique infantile. Merci beaucoup d'être venus nous en parler tous les trois, Anne Sénéki, Arnaud Gallet et Leïla Chaouachi. Je rappelle votre livre qui sort aujourd'hui justement sur la soumission chimique pour en finir avec les idées reçues donc chez Lattès.